Mekdoul Louardi. Vous désirez garder la nationalité française? Oui. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur. Oui. Guergat Boudjema. Approchez. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Très bien. Signez la déclaration. Oui, monsieur le juge. Est-ce que vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Votre femme est là? Ah, approchez, madame. Guergat Boudjema. Très bien, monsieur le juge. Approchez. Vous désirez garder la nationalité française, madame? Oui. Bon, tenez, je vais vous délivrer le récépissé de la déclaration. Vous savez signer? Vous savez signer? Hein? Non, je ne sais pas. Bon, ça c'est le récépissé de la déclaration. Quand on a vu ce qu'il y avait sur le terrain, ce qui est resté sur le terrain côté ennemi, bon, vraiment, on a peur à la France. On n'a jamais cru qu'un jour, la France quitterait l'Algérie. Tu as juré la parole de l'armée française et j'ai fait là. Trois solutions. J'ai pensé qu'il y aura injustice algérienne, qu'on passera tous en jugement, chacun démontre ses erreurs commises. Je suis prêt à piller. Vous m'avez, s'il faut, si j'ai fait du mal. Si tu ne rentres pas dans l'armée française, tu vas mourir. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer une bande et ils vont le tuer. Ils se sont penchés plus du côté français parce que c'est là où ils ont trouvé la paix, je crois. Les paysans, il y en avait beaucoup qui avaient à droit. Il y en avait qui sont engagés parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas les ressources pour vivre. Parfois, on entend la radio qui disent que c'est l'Algérie, il va être indépendant. Mais nous, le croyons pas. Avec toute la force française, il y avait des avions, des hélicoptères, des chars, des blindés, de tout ce qu'il y a, on dit que c'est pas possible. L'amour du chef, c'est mon père. En me racontant des histoires plus jeunes sur les commissariats, les chevaux en Angleterre de père en fils, j'ai ça un peu dans le sang. En 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, dont on a voulu oublier qu'elle fut une guerre civile autant qu'une guerre entre deux peuples, plus de 200 000 supplétifs musulmans combattaient aux côtés de la France. Parmi eux, quelques 60 000 harkis, ni patriotes ni prêtres, mais simplement victimes. Tu vois, cette misérabilité, sans chevaux, je ne pouvais pas vivre. Rescapés d'un massacre ignoré, les premiers harkis que nous avons rencontrés sont ceux qui ont été regroupés en Camargue par leur chef, le Bachaga Boualem, mort en 1983. C'est avec un de leurs anciens officiers, le colonel Pierre Antique, qu'ils évoquent pour la première fois leur passé en fou. Bonjour, vous allez bien? La santé, ça va? Oh. Je vais bien. Dites-moi, quand est-ce que vous êtes revenu? Vous étiez revenu avec le Bachaga quand il est parti, ou bien vous êtes encore resté après? Bonjour, frère. Héros de la résistance, déporté, parachutiste et chef de partisans en Indochine, Pierre Antique est l'archétype d'une génération d'officiers qui a été entraîné dans le piège des guerres révolutionnaires qui ont mis brutalement fin à notre imaginaire impérial. Nommé à la tête de la Harka, créée dans le Ouarsenis par le Bachaga Boualem en 1957, il va y découvrir toute l'ambiguïté algérienne. Les caïds des Bachagas, titre hérité de l'occupation turque en Algérie, servaient de courroie de transmission aux autorités coloniales. Le gouvernement général les accordait en priorité aux anciens combattants, tels Saïd Boualem. قتلوا كاع موالية وكي جينا هنا الثواب وصلوا فرنسا خير من اللي نقعدوا فيه. Une partie de la famille de celui qui deviendra vice-président de l'Assemblée nationale paiera de son sang le prix de son attachement à la France.
Arrivé du commandant du quartier, le capitaine Antique. Je suis présenté au Bachaga, et alors là nous avons une longue conversation sur mon passé et ma mission, et nous essayons de trouver, de concilier nos tempéraments, parce que c'était quand même une mission assez difficile à accomplir. Je connaissais bien les Vietnamiens, j'avais travaillé avec les partisans, mais ce qui m'enthousiasmait justement, c'était de travailler avec des montagnards. Nous espérions les mettre à l'abri de l'emprise du FLN. Ils avaient vécu relativement libres. Ils n'avaient pas tellement l'esprit de l'unité de l'Algérie, le sens d'une nation algérienne ne semblait pas tellement les avoir touchés. Guerre sans nom, présentée officiellement comme une simple opération de police contre les bandits, les autorités civiles et militaires françaises vont tout faire pour gommer sa dimension politique et nier toute représentativité au Front de Libération Nationale. Dans cette Algérie meurtrie et bouleversée, l'armée française a pour mission essentielle de rétablir l'ordre et l'harmonie entre les deux communautés, françaises et musulmanes. Son ennemi numéro un, c'est la peur. La peur que la rébellion fait peser sur ses montagnes et sur ses douars par le terrorisme le plus inhumain et le plus barbare. Les assassins sont la loi. Les rues sont désertes, chacun s'enferme. Un chef de village avait refusé de quitter son poste. Il a eu la gorge tranchée. C'est le premier temps de la subversion. Ensuite, un commissaire politique vient haranguer la population, évitant les mensonges fabriqués au Caire ou ailleurs, et procède à la mise en place d'une cellule terroriste comprenant une quinzaine d'individus. Un chef de village, un collecteur d'impôts, un juge chargé de condamner et d'égorger ceux qui n'obéissent pas, et un certain nombre de guetteurs armés de fusils de chasse, dont la mission est de surveiller les allées et venues des uns et des autres, et surtout les mouvements des forces de l'ordre. Menacé dans sa vie et dans ses biens, le douar a peur. Il obéit au maître de l'œuvre. Et on vit là, on a de tout. C'est comme à peu près comme le genre de Corse là-bas, l'Algérie. Chacun a un bout de terre, chacun vit sa vie. Il y en a qui est gros, il y en a qui est petit. Comme il a dit le Bachaga de faire, il l'a fait. Il a écouté toujours le Bachaga. C'est vrai, ils ont peur. La peur, ils ont peur. Après, on était appelé l'armée, il y en a qui s'engagent parce qu'ils ont peur. Il y en a qui s'engagent parce qu'ils sont trop au chômage, il n'y en a pas du tout. Pour vivre, il faut gagner 200 francs, 250 francs par mois pour vivre, que rester à passer student. Ou tu rentres à l'armée française ou tu meurs. Plus symbolique qu'efficace, premier geste dans la lutte pour le contrôle des populations, la distribution de vieux fusils qui engagent ceux qui les reçoivent. Pour avoir un certain ascendant sur les harkis, en dehors des avantages que vous énumérez, qui étaient relativement peu, ces gens-là adorent les armes, d'abord. Avoir une arme, pour eux, c'était quelque chose, même un fusil de chasse ou quoi que ce soit. Sinon, je ne pense pas qu'ils étaient animés, je n'en vois pas les racines d'un idéal pour un nationalisme ou une indépendance, où dans le fond, pour eux, ça n'allait pratiquement rien changer, au moins dans l'immédiat. Je crois que c'est le respect des engagements qu'ils pouvaient avoir pris vis-à-vis de leur chef, qui était donc le Bachaga Boualem, ça n'était possible que par sa position, et puis par l'ambiance surtout, j'avais toujours recherché que leurs cadres soient des cadres excellents, montrant l'exemple et ne tolérant aucune exaction ni aucune déviation sur le plan de la morale. Tandis que la plupart des appelés du contingent attendaient la quille, certains cadres de réserve ont vécu la guerre d'Algérie comme une sorte d'aventure, à la fois physique et morale, de l'homme occidental. Les harkis, eux, ne faisaient que sauver leur peau en s'engageant. Les infos d'enseignement intensif, cours, parcours, utilisation du terrain en radio, ont transformé ces paysans montagnards en harkis d'élite. Ce ne fut pas par mal parfois, mais la joie et la volonté de réussir étaient dans tous les cœurs.
on préfère une arbitrage ce soir avec le 5e CL. Elle est suffisamment entraînée pour cela. Je vous propose de suivre du mécardia. Attention. Le rassemblement. Petite marche, petite distance. Les fusils et les mitraillettes sont armés. Défense absolue de parler. Halte à 100 mètres. Ce fut le baptême du feu de la compagnie. Nous avons eu de la chance. Notre première victime fut Sir Ahmed, commissaire politique de Douar, qui règne en maître sur les secteurs depuis 2 ans déjà. Quand la guerre d'Algérie a commencé, j'avais 13 ans et quand elle a fini, j'étais déjà un homme. Donc toute mon adolescence, j'ai connu cette guerre. Nous habitions une petite ville de Haut-Plateau, qui vivait essentiellement d'agriculture. Il y avait des grandes plaines autour, et c'était à 250 km de Rouen, et au pied de Louarsenis, par ailleurs, et juste avant, les grandes plaines alsatières. Mon père était un petit transporteur routier, par ailleurs élu, et il s'occupait d'associations d'anciens combattants. Il avait fait la guerre de 14-18. Il faut bien avoir à l'esprit qu'en Algérie, il y avait des forts mouvements d'anciens combattants. Que de la guerre 14-18 à la guerre 39-45, jusqu'à l'Indochine, il y avait eu des troupes locales qui avaient combattu pour la France. Il y avait d'autre part des troupes régulières. Les soldats algériens faisaient leur service militaire comme tout le monde. Et donc le sentiment que des troupes de religion musulmane combattent aux côtés des Français était quelque chose de normal. Bon, moi je me souviens par exemple qu'il y a eu une vague d'attentats dans la petite ville où j'habitais, et notamment une voiture piégée a explosé à la sortie du lycée. Et je me souviens d'adolescents qui étaient avec moi à l'école, c'était des amis, qui étaient collés au mur par le souffle de l'explosion. Et donc on comprend bien comment des amis de lycée, voyant cela, des parents, voyant le massacre d'un enfant qui aurait pu être les leurs, pouvaient se laisser aller ensuite à une répression, et comment l'armée elle-même, parfois victime d'embuscades ou d'attentats, pouvait se laisser aller aussi à la mise en route d'un rouleau compresseur. Je considère que, personnellement, commandant des ralliés Viet Minh, que je pensais avoir acquis par nos méthodes, justement, il m'était détestable d'employer des méthodes qui étaient répréhensibles, et je ne pouvais les convaincre par notre foi et la valeur de notre engagement. Donc si je voulais les garder, ce n'était pas ni par la contrainte, ni en leur facilitant le vol, le viol ou d'autres exactions, la torture, c'était au contraire en leur montrant que nous étions capables de ne pas le faire. Il y avait parmi les officiers de l'armée française, naturellement, une tradition d'officiers des affaires indigènes, qui avait fait le Maroc, habitué à commander des Moravie, mais il y avait aussi la tradition qui était née en Indochine, où, renversant la théorie de Mao sur la guerre révolutionnaire, le poisson dans l'eau, etc., certains officiers s'étaient appuyés sur des maquimoy, par exemple, ou dans la région des Hauts-Plateaux, avaient pensé qu'il fallait s'appuyer sur des paysans à qui on offrait plus de justice que l'adversaire, qu'on soignait, à qui on apportait la civilisation, d'où la justice, pas seulement sociale, mais la justice tout court, d'où cette création d'officiers sages qui étaient à la fois militaires, bâtisseurs, médecins, juges de paix, etc. Et d'une certaine façon, ils rêvaient, je dirais, d'une espèce de communisme agricole en s'appuyant sur les paysans. L'extrapolation bien tardive des méthodes de pacification appliquées avec succès au Maroc par les officiers des affaires indigènes, l'action des SAS, section administrative spécialisée, et la phase gratifiante d'une guerre dont l'horreur était cachée. النجم والشجر
الشجر يسجدان. أنا ما فهمت ما quelque chose. أنا قلت برنامج الشاش. Qu'est-ce qui monte? Il y a un peu de soleil. Après ceux de Ouarséni, engagés aux côtés de la France par obéissance à leur chef, la plupart des harkis, comme le Kabyles Mansour et Bula, sont restés longtemps attentifs, tout en soutenant, au moins financièrement, le FLN. S'ils se sont finalement ralliés, c'est plus par peur que par conviction, se mettant à l'abri des sas pour échapper à la misère et surtout aux exactions d'une révolution qui avait choisi la terreur comme arme principale. Vous avez travaillé ici en 56-57. Ouais. Et en 57, La 157, vous retournez en Algérie. je suis retourné à l'Algérie. Quand j'arrivais à l'Algérie, il y avait des choses qui se passaient très mal. Il y avait la guerre, il y avait l'armée, il y avait les plaintes, comme on dit. Et est-ce que vous avez cotisé ici au FLN ici en France? Oui, oui. Quand vous travaillez, vous avez cotisé ici au FLN? Oui. Donc quand vous êtes rentré en Algérie, vous avez continué à cotiser au FLN? Comme toujours, ce qui ne me départ jusqu'à la fin. Et alors comment ça se passait? Vous venez la nuit, le jour? Non, ils arrivent à la fin de la journée parce que l'armée rentrait dans les casernes, il n'y a plus personne, personne ne le veille. Rentrer dans la caserne, il n'y a pas personne dans les montagnes. Et là, ils commencent à s'installer, à se laver, à raser, à chanter avec nous, ils chantaient avec nous. Ils nous disent, nous, nous Gaïdines, on combat la France, l'Algérie c'est notre terre, les Français ils vivent dans notre terre, nous on n'a rien. Pourquoi les Français ils ont des belles maisons, ils ont des voitures, et ils ont des écoles pour leurs enfants. Malheureusement, c'est par peur qu'il a peur. Quand on voit l'armée française arrive, ça y est, on sait que c'est la catastrophe. Les Kabyles sont réputés d'ailleurs pour ne s'être jamais soumis à personne. Et c'est très net pour Beni Grassen et Louetberg, c'est des perpétuels insoumis. Sorti-major de Saint-Cyr en 1947, Maurice Sèvres, alors capitaine au 20e dragon, est affecté en Petite-Kabylie à la Arcade des Beni Grassen en 1960. Il va s'efforcer d'utiliser la spécificité berbère dans une région qui s'est toujours dressée contre l'envahisseur. Ces gens-là se sont quand même révoltés à 4 reprises successives ensuite, en 1856, en 1865 et en 1871 au moment de la grande rébellion de Sidi Mokrani. Et puis ils ont recommencé en 1945 en participant au sac de la ville de Karatar. Durement réprimé, le soulèvement de Sétif et de sa région en 1945 peut être considéré comme le premier acte de la guerre déclenchée à la Toussaint 1954. Ni la révolte ni la répression n'avaient pris la tournure du Constantinois. Non. Mais c'était quand même quelque chose qui était à l'esprit. Moi, je me souvenais très bien que l'armée avait distribué aux civils des fusils. Je me souviens très bien du mousquet le mousquet de cavalerie qui était sous le lit de mon père. On les a repris, ces armes ont été repris parce que la révolte a soufflé. Mais quand même, l'idée qu'il faudrait peut-être se défendre ce type de révolte, mais prenant plus d'extension, était quand même présente. Certains disaient qu'il y avait 45 000 morts, les chiffres officiels étaient très inférieurs, de l'ordre de 6 000, et comme dans tous les chiffres avancés dans ces combats, ça doit se situer entre les deux, vraisemblablement. Il faut savoir que avant 59, c'est-à-dire pendant les années 57 et 58, toute cette région-là était une zone forte de l'armée de libération nationale. Ils occupaient cette région et nous, les troupes françaises s'étaient retirées très en arrière de cette région-là. Elles n'y pénétraient que pour des grosses opérations. C'est un aviateur, le général Schall, qui va vaincre en 1959 les Katiba, les compagnies de combat de l'ALN, en jetant l'armée hors des postes où elle s'était engluée. En utilisant les unités d'élite et les commandos de chasse, il va méthodiquement réduire l'appareil militaire ennemi. Je me souviens, j'avais 6 ans à peu près. Les femmes de la famille se sont levées à 4 h du matin. On nous ont dit levez-vous, on s'en va, il faut sortir. On entend les coups de feu dehors, il y a l'armée qui arrive. Bon ben, on les a suivis, on est partis en courant dans les bois, enfin pour se cacher et tout, quand l'armée française arrivait.
On ne pouvait pas le savoir à cette époque-là qu'il est armé. C'est des avions qui arrivaient, on ne sait pas. Non, parce qu'il y a eu l'accrochage, hein, cette histoire de Bussure, il y a eu l'accrochage dans le village. Hein. Avec les HLM. Ah, il y a eu l'accrochage dans le village, donc c'est pour ça qu'il était sur tout ce qui bougeait à ce jour-là. D'un coup, des éclats qui sont tombés sur moi. J'avais 6 ans et je continuais à courir parce que je ne sentais pas le sang, j'étais encore chaude et tout. Et puis, 500 mètres après, ma mère qui se retourne pour voir où j'étais, parce qu'elle avait un bébé dans les bras, donc elle continue à courir en croyant que j'étais derrière. C'est là qu'elle s'est aperçue que je ne suivais pas. Et elle donne donc la petite fille qui avait 15 jours, une petite sœur de 15 jours à une voisine qui était avec nous, qui s'est trouvée avec nous, elle avait 14 ans. Et elle m'a pris sur son dos donc, pour finir la sauvette. Et on a fini comme ça dans les bois, sans manger, sans dormir, sans boire, pendant des heures et des heures, 2 jours, 3 jours. Si je comprends bien, d'un côté il y avait le SLM qui la nuit venait prendre à manger, à boire, vous donner des autorisations ou des non-autorisations. Et de l'autre côté, il y avait l'armée française qui, quand elle vous voyait dans le Djebel, vous tirait comme des lapins, et donc vous étiez pris entre deux feux. Entre deux feux, c'est vrai. Nous, on était menacés de mort, l'armée nous tire, on n'a rien à manger, parce que l'armée, il arrive, il casse tout, il nous prend nos bêtes, il casse tout ce qu'il trouve dans la maison. Tout. L'armée française. L'armée française. À cette époque-là, je n'ai absolument pas su comment ça s'était passé. Je croyais faussement qu'ils s'étaient ralliés au moment des opérations qui avaient suivi Jumelles, qui s'appelaient les opérations Pierres Précieuses, et dans cette région-là, c'était plus précisément l'opération Ruby. Bon, en fait, ils se sont ralliés avant, quelques mois, au mois d'avril 59, avant que ne se déclenche cette opération Ruby. Et ils se sont ralliés pour une raison simple, c'est qu'ils ne pouvaient plus supporter les gens de l'ALN qui occupaient leur village et qui les pressuraient d'impôts, de travaux de tout genre. La pression qu'ils ont fait sur les villageois, en particulier Villeneuve-Rasset, c'est une certaine pression. On peut vous montrer les témoignages aujourd'hui. Nous avons un gars de chez nous qui est aveugle, qui a 37 ans aujourd'hui, parce que le père n'avait pas le droit d'aller chercher les médicaments à la pharmacie à Karata. Donc le pauvre gars, il est aveugle. D'autre part, il y a eu un gars qui a été chercher sa pension militaire, parce que c'était un ancien. Dès son retour, il a été tué. Enfin, je veux dire, on n'avait même pas le droit d'aller en ville pour aller chercher des provisions pour les enfants. Donc je crois qu'ils ont fait tellement de pression sur la population, et bien les chefs de famille ont penché de l'autre côté. On va se rendre vers les Français, peut-être qu'on aura un petit peu plus de paix. Et c'est à ce moment-là que 7 garçons du village sont partis et sont allés au chef-lieu, à Tizine-Béchard, et ils se sont engagés à l'ARCA, pas tout de suite. Enfin, au début, ils demandaient à partir en France, mais évidemment, l'officier SAS n'a pas accepté ce départ et il les a persuadés de s'engager. Il dit, avant de mourir, soit par les uns ou par les autres, ce qu'il faut maintenant, c'est à mon tour d'aller sauver ma vie, de ne pas rester à la misère. Donc, ce que j'avais fait, j'ai sauvé ma vie et j'ai sauvé partie de la misère. J'ai rentré à la fin. Dans la Haka. Nos soldats musulmans nous demeurent fidèles. Avec les forces métropolitaines, ils assurent l'ordre et la paix dans les territoires menacés. Voulant collaborer à cette tâche, les jeunes musulmans se présentent chaque jour plus nombreux dans nos centres de recrutement. Après avoir subi un sévère examen médical, ils rejoignent les casernes où leur sont distribués leurs équipements. À côté d'eux, les harkis s'organisent. Ceux-là sont les combattants auxiliaires de la liberté. Résolus à lutter contre le terrorisme et les déprédations, ayant souvent à leur tête un officier musulman, ils forment des troupes mobiles et rapides en perpétuel mouvement.
Se voyant ainsi protégées et défendues par l'armée et les harkis, les populations du bled retrouvent leur confiance. Elles se réunissent et constituent des groupes d'autodéfense. Armés par nos soins, largement pourvus de munitions, ces groupes d'autodéfense assurent par eux-mêmes la protection de leur foyer et de leur famille. Ainsi s'affirme l'inébranlable volonté de la France et des populations musulmanes de défendre l'Algérie contre les rebelles et les misères qu'ils créent autour d'eux. À l'ombre du poste militaire, un dispensaire et une école sont nés. L'institutrice française a fort à faire et sa sollicitude est celle de la France généreuse et grande. Un noir déshérité renaît à la vie sous l'impulsion bienveillante de ces hommes à qui la France pacificatrice a su insuffler la foi dans l'avenir pour une Algérie heureuse et française. On parle de la guerre d'Algérie, on n'a pas de vision de guerre. On a une vision de gens qui marchent, ils marchent devant nous, on les a, comme on dit, on est dans le dos, mais on voit très peu de morts, parce que c'est une guerre très propre apparemment, c'est pas une guerre d'ailleurs. Témoin privilégié de la mise en scène de cette guerre, pas comme les autres, René Baille, photographe aux armées, qui va découvrir sa réalité à travers le regard et l'action des harkis des commandos de chasse. Et alors, quand ils prenaient d'opération, ce qui avait fait l'opération elle-même, ils pensaient être tranquilles, ils pensaient aller prendre tranquillement leur douche, et se reposer, et leur manque de peau, là, il fallait regrimper sur un piton à côté, reconstituer. La reconstitution était des fois même amusante et ridicule. On prenait même des fois un harki qui était là, ou un type du coin, on le garrottait, on le faisait crapahuter, on le traînait, et on filmait à ce moment-là, ça faisait réel. Alors ce qui était assez embêtant, des fois, c'est quand le type ne jouait pas le jeu, qui rigolait en même temps. Alors il y a eu des scènes de couper. Alors on coupait les cadavres, on coupait le type qui rigolait, des fois c'était, comment dire, c'était plus grand-chose. Il y a des documents. Mais cette guerre d'Algérie a toujours été tenue un petit peu, comme on dit, on en parle, comme on dit, presque avec un état latent. On sait qu'elle a existé, mais on ne sait rien. Alors qu'il y a des archives privées. Il y a des tas de garçons qui ont filmé avec leurs petites caméras de l'époque, MiG, et Pathé Lego et ainsi de suite. Ceux qui avaient des moyens prenaient une paillard, mais ça a été filmé. Les hélicoptères font le ciel d'incessants balais. Quand on s'est rendu compte que les grandes opérations, c'était un déploiement de force sans bilan, disons que ça coûtait cher, pour aucun, alors de maigres résultats, la stratégie a changé aussi parce qu'on se rendait compte que, par exemple, si on mettait des postes verrous, les Félagas passaient la nuit entre deux, il fallait donc des unités mobiles, des unités légères. Et c'est comme cela que les opérations ont changé, et moi-même j'ai changé de tactique dans mon travail. Personnellement, moi qui étais vraiment dans le terrain, dans la rivière ou dans le Djebel, je considère que tant l'aviation que l'artillerie, que les chars ou les engins blindés étaient une charge très très lourde qui nous mobilisait beaucoup d'argent et beaucoup de personnel et dans le fond pour des objectifs minimes et ridicules souvent. Il y avait par exemple des postes qui étaient dotés d'un canon de 105 ou 155 dont le chef de poste s'amusait à tirer à gauche, à droite en disant je frappe à tel endroit et je coupe les communications, alors qu'il suffisait de faire 20 mètres et de s'écarter en passant dans le champ à côté. Ces différentes actions menées par l'armée sont complétées par une action psychologique directe destinée à contrebattre la propagande adverse. C'est le rôle des compagnies de haut-parleurs qui rétablissent la vérité et font connaître justement les douars les plus reculés les véritables desseins pacifiques de la France. Mon mari et moi, nous sommes de Saïda, nous sommes natifs de Saïda. Et j'ai rencontré mon mari un soir, il y avait une projection, un film que l'armée projetait en plein air. Il faisait ça une fois par semaine, il passait dans les cités pour projeter, c'était un petit peu une propagande. Troisième de nos portraits de groupe, celui de la famille Diable.
tandis que Mokhtaria, sa future femme, milite au FLN à Saïda, Yahya Ziad cherche à rejoindre le maquis avant d'être enrôlé par hasard au commando Georges, le plus redouté des commandos de chasse. Répartis progressivement dans toute l'Algérie, ils sont la forme la plus agressive de l'utilisation des harkis. J'avais à peine 13 ans. Et j'ai voulu monter, je voulais monter au maquis. J'avais un oncle qui était au maquis. Il était lieutenant au maquis. Un jour, je rendais visite et je suis sorti à la campagne. Et c'est là, c'est la première fois dans ma vie, j'ai vu la fenêtre. J'ai vu la Katiba, si on veut. On appelait la Katiba c'est une compagnie à l'époque. Et c'était vraiment c'était impressionnant parce que quand on voyait militaire algérienne, qu'il était aussi formé comme les Français et tout ça, ben, j'avais envie sur le coup vraiment moi aussi de devenir militant ou guerrier comme eux. Et un jour, je suis tombé sur une patrouille des commandos Georges. Et le chef de patrouille, il m'a pris par le cou, il m'a dit, tu restes là. Et le soir, il m'a emmené avec eux, à la caserne des commandos. Et sans savoir pourquoi. Et ils m'ont laissé pendant 15 jours ou 20 jours chez eux. Et sérieusement, enfin, j'étais prisonnier, quoi. Je faisais tout, je faisais de la cuisine, je faisais des corvées pour les commandos, tout ça. Et un jour, il y a eu un accrochage. Ils ont perdu un commando, je crois que c'est le premier commando. Et alors, en rentrant à la caserne, le chef de ce groupe-là, il lui manquait un effectif. Et il a dit, ben, c'est pas difficile, vous prenez le jeune, vous le remplacez de celui qui est mort. Ça, c'est une photo, on peut dire, souvenir. C'est ma propre personne au milieu d'un groupe du commando Georges avec Zahiri, le cousin de Youssef. Il y a Smaïn, le chef des Katiba. J'ai devant moi Lagdar Moustache, un des qui est maintenant actuellement dans la région de Vitry-le-François. Le commando Georges que je découvrais, c'était une unité tout à fait particulière. C'était la plupart, ça a monté jusqu'à peu près 400 hommes si je me souviens bien, et la plupart, on peut dire même la majorité, étaient des musulmans évidemment, mais ex-Félaga. L'organisation était calquée sur tout ce qui était un organigramme de la rébellion. Il n'y avait pas d'adjudant de compagnie, il y avait un commissaire politique. Quand ce type était recruté, c'est-à-dire embarqué, on faisait le nécessaire pour que ce soit irréversible. On le prenait, on le faisait voir aussi à l'extérieur, on savait qu'il était du commando Georges, là il n'y a pas d'histoire. Il était obligé de rester. Je me trouve avec les commandos, mais j'avais toujours quelque chose, je sentais toujours quelque chose qui était à mon dos. Hein. Ça venait faire pour nous, c'était quelque chose, c'était un angle qui ne nous quittait pas. Ce sont les hommes du commando Georges, les musulmans. Les 150 hommes de ce commando sont presque tous d'anciens Félaga qui se sont ralliés. Ils connaissent donc parfaitement les habitudes des rebelles, et le jour où je les ai accompagnés, je les ai vus découvrir ce qu'on appelle là-bas une cache, c'est-à-dire un trou assez profond dans lequel les Félaga cachent des armes ou de la nourriture. Le jour, ces hommes font ce que font les soldats des autres commandos, mais la nuit, que font-ils? La nuit, ils reprennent leurs anciennes tenues de Félaga et ils partent chercher des renseignements. Vous avez pu participer à l'un de ces raids nocturnes? Oui, j'étais même le seul de tous à ne pas être un ancien rebelle. C'est avec ces hommes que nous voyons en ce moment que vous êtes partis? Oui, vous voyez, ils sont encore en Djellaba. Mais ces images datent du matin qui a suivi ce raid nocturne. Comment s'est passé ce raid? Une nuit, habillés en Félaga, nous avons sauté à une trentaine d'un camion en marche qui a continué sa route pour ne pas éveiller l'attention. Et nous nous sommes enfoncés dans le Djebel. Après plusieurs heures de marche, les 7 ou 8 hommes que j'accompagnais se sont dirigés vers les Meshta, c'est-à-dire des petites maisons. Ils frappaient aux portes d'une certaine manière. Parfois les portes restaient fermées, parfois on leur ouvrait, et ils discutaient alors avec les habitants. Bien entendu, tout ce que j'ai vu, je n'ai pas pu le filmer. D'abord parce qu'il faisait nuit, ensuite parce que même au petit jour, je ne pouvais montrer ni mon visage, ni ma caméra sans dévoiler le stratagème. Cet homme, de dos, croyait parler à un Félaga. Quand il a entendu ma caméra tourner,
Il s'est arrêté de parler. Quelle est l'histoire de ces hommes? L'un d'entre eux nous a dit pourquoi il s'était engagé auparavant chez les Pélagas. J'ai été chez les Pélagas, oui, c'est parce que j'ai été chômeur. Ensuite, il y avait l'injustice. Il y avait de l'injustice. On prenait un type dans le tas, ramassé des musulmans qui étaient ramassés, et il passait à la chuchote sans que celui-ci n'ait rien fait. Rien fait, d'accord, oui. C'était de la misère. Donc c'est pour ça que c'est parti au Mexique. Exactement. Bon, est-ce que c'est parti au Mexique comme ça, ou c'était heureux de partir au Mexique? J'étais heureux de partir au Mexique. Et quelle est la raison qui t'a fait revenir ici au commando? Parce qu'il y avait plus d'injustice au Maquis. Il y avait plus de misère au Maquis. Et c'était nous-mêmes de la misère. À Tigre-Lipa, le gars de Katiba 3. Katiba 3 a pris la veille au soir sur le champ de bataille, le lendemain matin, on lui change l'arme, on change la tenue en avant. Qui est cet officier qui interroge les ralliés? C'est le lieutenant Georges. C'est lui qui a donné son nom au commando. Il a confiance en eux. C'est le colonel Bijard que nous voyons maintenant, mais je voudrais, Pierre Schoenberger, vous poser une question au sujet du lieutenant Georges que nous venons d'entendre. C'est lui qui commande ce commando. Le jour, à la nuit. La nuit, le commandement appartient à l'ancien Félaga, un aspirant et 4 adjudants. C'est le colonel Bijard qui est le créateur de ce commando de Félaga allié. Oui, ce commando est le résultat des années d'expérience de la guerre de Chine, qui lui ont permis de formuler les règles de ce qu'on appelle maintenant la guerre révolutionnaire. Alors je crois, sans fausse note, que j'étais quand même un spécialiste de la guerre subversive. D'ailleurs, partout où je suis allé, le rebelle disparaissait, s'évanouissait, où il était prisonnier. Maintenant, je peux vous dire que l'Algérie, moi, en ce qui me concerne, qui fait la guerre quand même contre les Allemands, parachuté sur les Allemands, 10 ans d'Indochine, pour moi, l'Algérie, c'était pas la guerre. Contre l'Indochine, c'était la guerre. Mais l'Algérie, non, pour moi, c'était pas la guerre. C'était quelque chose de spécial. Avec un bon régiment bien entraîné, vous alliez partout, vous étiez le maître partout. Bijard, il a donné un modèle. Il a voulu faire, avec les bons petits, comme on disait, faire des paras. Il leur a donné l'esprit qui était avant dans les paras, il leur a donné aux jeunes. L'esprit du corps. En Algérie, avec les parachutistes, en fait, c'était facile. Et c'était tellement facile qu'on a dit, ce Bijard, on en parle beaucoup, on va lui donner un secteur pourri. Faut voir, on va pas faire de cadeau dans ma vie, hein, croyez-moi. Alors, le secteur de Saïda, qui était un secteur pourri. Alors, j'arrive là-dedans, avec quelques officiers, j'observe un petit peu, puis je réunis tout le monde en disant voilà ce que j'ai trouvé, voilà comment ça va être maintenant. Alors là, me rejoint les officiers de grande valeur, dont le lieutenant Georges, qui est un officier souple et là, que j'avais connu, un type formidable, qui me dit voilà, je suis à votre disposition, j'étais colonel à l'époque, lieutenant colonel plein, j'étais colonel, il a dit je crois que si on formait un commando, etc., musulman, ben oui, c'est une bonne idée, quoi. Alors il dit j'en connais là qui sont prêts à venir, effectivement il y avait 4 ou 5 Félagas ralliés qui avaient déserté les Félagas et qui venaient travailler pour nous. Alors je dis bon d'accord, pas de problème. Alors je réunis, je crois qu'ils étaient 5 ou 6 et j'ai dit à ces Félagas vous allez monter la tente là sur le sommet là, je vous donne chacun une arme et vous amenez le lieutenant qui est avec vous qui n'a pas d'arme. S'il est vivant demain, je vous fais confiance. Le lendemain c'est évident. Donc là a démarré le commando de Georges qui a été formidable. Quand on sort, c'est une chasse. Déjà dès qu'on sort de la caserne, pour nous c'est la chasse. Et pour la chasse c'est quelque chose, on ne va pas sortir pour jouer au ballon. Hein. Pour moi, Georges c'était un chef d'entreprise. Il a monté une équipe, il a réussi. Enfin, il a arrêté, il a dit, aujourd'hui vous êtes en noir, demain vous êtes blanc, demain vous êtes rouge, et une personne a arrêté, donc il devient chef. C'était des commandos de renseignement, c'était, je peux dire, à les voir, c'était des Indiens. Ils arrivaient à un croisement de piste, je me rappelle un certain jour, un vendredi, jour de la prière et du souk. Là, moi-même, le néophyte, je voyais qu'ils étaient tous en train de lire les pistes et les empreintes. Et à un moment donné, il y avait un chiffon de papier. Alors ils regardent, ils déploient, un peu étonnés, puis après ils se mettent à crier. Alors ça a été là. Carrément, les ordres ont filé de partout. Moi, je n'ai rien compris. Ils sont mis à courir, j'ai suivi. Et là, un nouet à sec, presque à sec, les empreintes, la grotte, quelques roseaux. Ils étaient dedans. Voilà, on fait des grenades. Il y a eu 5 morts, 3 blessés. Je crois qu'après, il y a eu 8 morts. Tous les commandos, chaque fois qu'ils sortent sur renseignement. Le renseignement s'était donné pour tout le monde. Le suspect qui est passé devant les commandos, ben croyez-moi, il n'oubliera jamais.
La capture du Félaga, comme on dit, quand on parle de types qui sont par exemple martelés au rubis, on dit que c'est un jeu viril. Là c'était viril aussi. Le gars il était, comme on dit, assez remué. Ils avaient toujours des bâtons ou des cannes. J'ai remarqué ça, ils avaient toujours des bâtons, et même en s'amusant entre eux, ils s'appelaient à coups de gourdin, que c'était assez étonnant, mais enfin, c'était leur façon de faire. Alors le type était renvoyé à l'arrière, mais alors il était bien accompagné avec des coups, autant dire qu'il était accéléré. Certains parlaient peut-être, mais pas devant nous. Alors nous, on ne voyait pas ce qui se passait. Mais en attendant, le gars, quand il était récupéré, comme on dit, il se connaissait bien, et le commando lui-même savait que s'il tombait de l'autre côté, il n'avait aucune chance d'amabilité. C'était, comme on dit, un gentleman agreement, t'as pas plus de chance si tu tombes toi, que moi si je reste ici. Mais vous savez, ce n'est pas naturellement minimiser ces atrocités que de faire observer que toute la guerre a été, souvent le FLN voulait terroriser, donc émasculer les gens, crever les yeux. Il est arrivé à l'armée française de napalmer, dans les tortures, etc. Il y avait une espèce d'équilibre, si j'ose dire, de la terreur pour essayer de gagner les populations. Alors c'était un peu, on était dans un système absurde. Aux assassinats souvent aveugles du FLN, à la fin de la guerre, plus de 18 000 civils européens et musulmans ont été tués, va répondre une répression de plus en plus organisée, avec la création en 1957 des DOP, des détachements opérationnels de protection. Dans l'anonymat et l'indifférence des unités combattantes, certains des civils et militaires qui en font partie vont devenir des professionnels de la torture, rarement pratiqués sur le terrain. Le prisonnier savait, quand il était des fois à cadre, qu'il ne fallait pas qu'il parle pendant un certain temps, parce qu'au bout, par exemple, de 3 heures, les autres ne le voyant pas arriver, prenaient les limites de sécurité et changeaient de cache ou quittaient le secteur. Donc, souvent, le prisonnier, qui s'y pouvait tenir, tenait, si possible, 3 heures. La GGN était plus courante, mais on ne les voyait pas toujours le faire dans les postes, parce que c'était des détachements opérationnels de protection. Nous, on n'était même pas au courant. C'est des gens qui connaissent déjà, premièrement, ils connaissent la rébellion. Il faut qu'ils aillent des renseignements fraîches, parce que vous savez, la rébellion, ça a changé aussi. Parce que la politique de 54, c'est pas comme celle de 58, celle de 58, c'est pas comme celle de 60, et jusqu'à l'indépendance. La révolution LBC, la politique aussi, il changeait aussi chez eux. Et alors, il faut qu'il aille des renseignements fraîches pour, quand on coupe un suspect, on l'interroge sur ce qui se passe, sur le présent. Je n'ai jamais entendu dire que ce soit par mon père ou les hommes de mon père ou par des soldats qui étaient au Bénin-Bédouin dire qu'il y a eu la torture. Ça c'est faux. Toutes les informations ont été données par des gens de chez nous qui ont été très bien fait. Tout simplement. C'est vrai que sous mon commandement, en tout cas puisque je ne peux parler de celui-là, je l'avais formellement interdit. Et je demandais que les gens qui étaient suspects soient arrêtés et nous essayions par recoupement ou autre, d'autres méthodes que celle-là. Alors le but, quand vous trouviez quelqu'un, c'était de l'interroger, j'avais toujours dit durement, mais sans torture, attention, hein, ne mélangeons pas. Bijard est incapable d'écraser un poulet sur la route et moi je suis incapable de voir une torture. Ceci étant, quand vous tombez sur des assassins, il faut bien quand même avoir les renseignements. C'est pas en leur donnant une cigarette, en leur prenant une jolie fille qui vous le donneront. Imaginez qu'en France vous ayez des gens qui posent des bombes, des jeunes gens, des jeunes filles, massacrés, etc. Que vous dira? On vous dira, faut les trouver. Et vous ne les trouvez pas, si vous trouvez vraiment le responsable, l'assassin, le meurtrier, il faut l'interroger. Si vous voulez remonter des filières, il n'y a pas de moyen de faire autrement. Autrement dit, qu'est-ce qui commence la torture? C'est pas forcément d'un côté, c'est des deux côtés en même temps. C'est pareil. Je pense que l'engagement d'unité, très discipliné, très combatif, puisque nous avons parlé de Bijard, maintenant il n'était pas le seul, il y avait des chefs de régiment qui étaient aussi prestigieux, et qui avaient fait beaucoup d'efficacité dans ces combats. Je pense que ça ne se passait pas sans, on dit qu'on ne peut pas d'omelette sans café deux, c'est sûr, mais il y avait des bavures, beaucoup. Et c'était des opérations qui étaient assez redoutables, parce que très souvent, le fait d'être occupé par un régiment
avec ce que ça implique d'emprise, de méprise qui peuvent se faire. Qu'est-ce qui différencie un félaga en djellaba d'un félaga d'un fella? Moi je pense que l'Algérie, on est là-bas pour gagner. Enfin, quand on y a été, bon. Ce qui ne m'empêche pas, on le verra tout à l'heure, de dire au général de Gaulle, précisons aux musulmans ce qu'on veut, parce qu'il y a rien qui travaillait pour moi. Alors j'étais inquiet quand même sur leur avenir. Mais je crois que quand on fait la guerre, il faut la faire. Alors on sentait que par un moment, en Algérie, si vous voulez, il y a un moment où c'était gagné. Puis, militairement, c'était gagné, mais on savait très bien que si on enlevait 1000 hommes là, le cancer recommençait. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué de dire torture, pas torture. Moi, je crois que le but, quand le pouvoir politique vous dit, il faut y aller, il faut pacifier telle zone, ben, vous avez une mission, vous la remplissez, quoi. Autrement, vous foutez le camp. En août 1959, lorsque le général de Gaulle revient en Algérie, cette boîte à chagrin, comme il l'appelait, les cadres de l'armée attendent de lui une réponse claire pour l'avenir. Le général de Gaulle déclara « Nous avons encore un très long chemin à parcourir avant que ce que nous voulons soit fait. Il s'agit d'une grande œuvre humaine qu'il faut réaliser sur des chemins nouveaux. Cette œuvre, il faut la manifester par des actes. » Après l'avoir porté au pouvoir en 1958, au cri d'Algérie française, les officiers ne comprendront pas, alors qu'ils sont vainqueurs sur le terrain, comment de Gaulle en viendra, 4 ans plus tard, par glissement et ambiguïté progressive, à l'acceptation d'une république algérienne. J'ai toujours dit Algérie nouvelle. Quand le général de Gaulle est venu, j'avais dit Algérie nouvelle. Moi je pense que les pieds noirs ont fait beaucoup, hein, pour attention. Si on avait des pieds noirs, créer ce pays, quitter leur patrie, c'est leur patrie. Pour voir les drames que ça, mais je les comprends. Mais d'un autre côté, la roue avait tourné, alors il fallait une Algérie nouvelle. Et moi j'avais donné des dossiers au général de Gaulle, il faut promouvoir l'élite de l'élite musulmane, les mettre en place, parce que le militaire exécute, mais ça n'empêche pas de penser quand même. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on s'en bat, que faut-il faire? Il n'y a jamais eu de directive précise. C'était donné à l'initiative de chacun. Bijard faisait ce qu'il voulait, c'est pas normal. Mais je crois que c'était général, ça allait jusqu'aux officiers, peut-être jusqu'aux généraux, ou tout au moins les généraux des instructions. Je me demande si on n'allait pas un peu au hasard et à tâtons. Le général de Gaulle dit à l'armée « Je mesure les efforts des troupes qui sont très grands et très méritoires. Je crois aux faits, à l'action, et surtout à l'humanité et à la population. Je sais les épreuves que vous avez traversées et traverserez encore. La paix, on la fera. Et à partir de la paix... » Moi personnellement, je crois à l'Algérie française. Et je crois que beaucoup, comme moi, le pensent la même chose, parce que ces derniers temps, en fait, il n'y a plus de la LN dans les montagnes, il n'y a plus de rebelles, il n'y a plus rien. C'était 5 soldats pouvaient faire le tour de la montagne et revenir. Hein. La victoire, elle était l'Afrique pour nous, c'est fini, c'est la France et c'est tout. Unité régulière de l'armée, ASTI, groupe d'autodéfense, Morasni, groupe mobile de sécurité, anciens combattants fidèles aux 3 couleurs de France, forment ainsi un total de 180 000 combattants musulmans qui se battent avec nous pour que l'Algérie vive et s'épanouisse dans la liberté et la paix retrouvée. À Orléansville, le général de Gaulle s'entretint avec M. Sigvald et M. Wallen Saïd, vice-président de l'Assemblée nationale. Le général de Gaulle repartit pour la métropole le 30 août de Télérima après avoir proclamé au bestiartois du général Charles « Le monde entier doit comprendre que ce que nous faisons en Algérie, ce n'est pas une œuvre de domination et de conquête. Il faut qu'ils comprennent que nous le faisons avec la population, pour elle et par elle. » Quand j'ai pu faire le bilan avec le Vachaga, peu de temps avant qu'il y ait le traité de paix, donc les discussions des Blancs, le Vachaga était très démoralisé.
Et il m'a fait part d'une conversation qu'il avait eue avec le général de Gaulle. Et il avait dit toute son inquiétude sur l'avenir de l'Algérie au général de Gaulle et lui avait dit les Algériens vont beaucoup souffrir. Et le général de Gaulle lui avait répondu, vous souffrirez.